Nous avons tous plus ou moins à l'esprit ces vieux planisphères datant de l'entre-deux-guerres et qui présentaient une vision très européocentriste du monde. Vous savez qu'on nous collait l'Europe complètement au cœur du planisphère, avec notamment ces chapelets de taches violettes pour l'empire colonial britannique, roses pour l'empire colonial français. C'étaient les deux grandes puissances planétaires, les empires portugais, néerlandais, allemands, italiens ou belges étant nettement plus modestes. Au moment de l'exposition coloniale de 1931, qui marque à la fois l'apogée et la fin de l'expansion française sur la planète, l'empire de la République s'étend sur près de 12 millions de kilomètres carrés, avec une population de 50 millions, même 65 si l'on compte les mandats et les protectorats, qui vient s'ajouter aux 40 millions de Français de métropole. Le gros morceau de cet empire se trouve en Afrique, évidemment, Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française et Afrique du Nord, mais il faut compter aussi les îles de l'océan Indien et puis cet ensemble indo-chinois extraordinaire en Extrême-Orient. Les autres points, il y en a un certain nombre de présences françaises, sont plus ténus. Ce sont d'ailleurs ceux qui, pour beaucoup, ont survécu sous la forme des DOM et des TOM. Évidemment, de nos jours, il y a pas mal de culpabilité dans notre approche de ces réalités, sans parler des souvenirs amers d'une décolonisation difficile. Mais si l'on se resitue dans le contexte du début du XXe siècle, en revanche, c'est de la fierté que l'on trouve et de l'idéalisme. Car au-delà de la traduction territoriale d'une hégémonie culturelle, économique et militaire, ce qui animait les dirigeants français d'autrefois, et notamment ceux de la Troisième République, c'était une volonté d'éclairer, de développer, de civiliser des régions que l'on considérait comme retardées par rapport au seul modèle concevable pour nos arrière-grands-parents, le modèle occidental. On était loin du relativisme actuel, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on a pu voir, lors de la Seconde Guerre mondiale, à quel point l'empire colonial était un joker dans le jeu de la France, et nul doute que pendant la Première Guerre, les soldats accourus de tout l'empire ont également joué un rôle décisif. Au-delà, si la Troisième République a été une période de prospérité, de créativité, de rayonnement sans précédent, c'est aussi largement grâce aux colonies. Alors bien sûr, tout à l'heure, nous irons ensemble faire un tour à l'exposition coloniale de 1931. Nous évoquerons les grandes réalisations de la France coloniale, le pont Doumer et la route mandarine en Indochine, le barrage sur le Niger, l'Institut de la lèpre à Bamako. Nous parlerons aussi des conflits, des révoltes, des heures sombres. Mais avant d'évoquer cet empire de la Belle Époque, je vous propose de remonter bien plus loin en arrière et d'évoquer ce qui aura été le premier empire colonial français, en partie perdu par Louis XV, en partie vendu par Bonaparte, cet empire français d'Amérique qui devait tant à Cartier, à Champlain et à Cavelier de la Salle. Ce que souligne le hors-série de l'Express, c'est que le véritable fondateur de cet empire n'est autre une fois de plus que le grand homme du grand siècle, en tout cas l'un des deux grands hommes avec Vauban, c'est Jean-Baptiste Colbert qui n'a jamais ménagé ses efforts pour soutenir les négociants et les capitaines prêts à défendre au Nouveau Monde les couleurs du roi de France. Nous y venons dans un instant avec Dimitri Cazel. Un fleuve, la bande originale du film de Bernard Giraudot. Restez bien avec nous, au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. On revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et aujourd'hui, au cœur de l'histoire sur Europe 1, on parle, Franck, de l'empire colonial français, avec notamment votre invité Dimitri Casali, historien, spécialiste du Premier Empire, directeur de la collection Grand Format sur l'histoire de l'Express. C'est une collection, comme toujours avec Dimitri Casali, qui aime l'image. L'image est toujours très présente dans vos livres, Dimitri, et là on en prend plein les yeux, car on a effectivement toute cette fresque extraordinairement colorée et exotique de toutes ces colonies françaises, si différentes, car évidemment les colonies africaines, la colonie indo-chinoise, la colonie américaine présentent chacun des traits tout à fait particuliers. Alors, on va commencer par ce premier empire colonial qu'on a tendance à oublier, évidemment, parce qu'il s'est arrêté avec le traité de Paris en 1763 et la vente de la Louisiane en 1803, donc évidemment, c'est vieux, mais ça a quand même été le plus grand et le principal, c'est le socle du colonialisme français, c'est cet empire des Amériques, comme on disait à l'époque. Essentiellement l'œuvre de Colbert, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que cet empire colonial d'Amérique a été extraordinaire. D'abord, il faut rappeler que les Français sont très en retard. Sully, le ministre d'Henri IV, a l'habitude de dire que les conquêtes coloniales sont disproportionnées à la cervelle et aux valeurs françaises. C'est-à-dire que les Français laissent les Anglais, les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, bien sûr, s'accaparer, partir à la découverte de toutes ces parties du monde encore inexplorées. Et les Français, donc, partent avec un grand retard, et en particulier grâce à
Colbert vont réussir. Oui, alors quand même, on était parti un peu sous François Ier avec Jacques Cartier, qui a fait ses 2 voyages au Canada. Qui en 1534 découvre le Québec. Mais ensuite, il y a Samuel de Champlain. Il y a Samuel de Champlain, qui est le fondateur de la ville de Québec en 1608, effectivement. Et donc là, on est sous Henri IV. Et qui sont des personnages absolument hors du commun. On va en parler en détail. C'est souvent... Et ils ont pour politique de s'appuyer sur les populations locales et en particulier donc les tribus indiennes, et les alliances que Samuel Champlain va forger dès 1608, dès l'arrivée des Français au Québec, vont perdurer pendant... Des alliances avec les populations indiennes. Avec les populations indiennes, en particulier avec les peuples Hurons et Algonquins. C'est des alliances qui vont durer plus de 150 ans, sur lesquelles les Français du Québec vont pouvoir s'appuyer dans leur lutte, bien sûr, contre la perfide Albion. Évidemment, on a fait il y a quelque temps une émission sur 1000 années de mésentente cordiale entre la France et l'Angleterre. On ne peut quasiment pas évoquer un sujet, quel qu'il soit, sans tomber à un moment ou à un autre sur nos différends avec l'Angleterre, évidemment. Mais là, on peut dire que sur la question coloniale, ça a été le principal point d'achoppement entre ces deux puissances, puisque pas encore tout à fait au XVIIe siècle, mais alors à partir du XVIIIe siècle, il y a une véritable concurrence et c'est à qui empiétera le plus. Il faut dire d'ailleurs que sur le plan du colonialisme, les Anglais ont quelques coudées d'avance. Ils sont plus doués que nous à tout point de vue. Absolument, à tout point de vue, parce que contrairement à cette alliance dont je vous parlais avec les populations indigènes, les Anglais ne font pas de cadeaux. Ils sont beaucoup plus durs et ça leur portera d'ailleurs plus chance, parce que en particulier, pour rappeler, Samuel Champlain va jusqu'à demander à la papauté, avec l'appui des jésuites qui sont omniprésents bien sûr dans la christianisation du continent nord-américain, va demander à la papauté l'autorisation des mariages mixtes, donc entre Français et Indiennes, et malheureusement ce sera refusé, mais dès 1608, dès le début... Cette idée d'une mission civilisatrice un peu, c'est toujours ça. Oui, alors, quand on est dans les colonies espagnoles, parce que là c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on voit que la religion prime sur toute autre considération. On doit convertir. Les Français le font aussi, mais ils ont eu d'emblée l'idée d'apporter avec eux leurs institutions. Voilà, ils sont plus pragmatiques déjà, les Français... Pour les Français, ce qui compte à l'époque, c'est avant tout le service de la France, du roi, bien sûr, mais aussi, il y a ce goût de l'aventure, bien sûr, mais il y a aussi l'amour de la liberté. Et on le sent très fort, justement, cet amour de la liberté chez les premiers colons, les Québécois, donc qui vont compter jusqu'à 70 000 habitants, donc qui viennent des provinces de l'Ouest, de Bretagne, de Normandie. Oui, ils viennent plus ou moins volontairement, d'ailleurs, parce qu'on sait à quel point, sous la Régence notamment, on a quand même gentiment envoyé tout ce qui dérangeait en Louisiane. Absolument, et il y a cet amour, cette recherche de la liberté, on le voit bien avec ces trappeurs, ces coureurs des bois, ces trafiquants de fourrure qui vraiment vont explorer tout le continent nord-américain. C'est une histoire totalement oubliée, c'est dommage, parce que l'Empire d'Amérique français va compter jusqu'à 8 millions de kilomètres carrés, s'étendant des montagnes rocheuses jusqu'au golfe du Mexique, en passant et allant jusqu'au Labrador, et c'est-à-dire un immense empire que si les Français avaient conservé en un temps soit peu, aujourd'hui peut-être que le français serait la première langue mondiale. Eh oui, ça probablement. Il reste évidemment de toutes ces différentes, de tout ce passé colonial sur les différents continents, il reste quelque chose évidemment. La France en bénéficie sur un plan de rayonnement culturel et linguistique actuellement encore, mais d'une manière très 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 atténuée. Cette histoire coloniale, malheureusement, qui est pratiquement pas mal enseigné, qui est très mal enseigné, puisque on voudrait faire croire que justement les Français sont d'horribles colonialistes et d'infâmes esclavagistes, ce qui est faux quand on replace dans le contexte de l'époque. Il y avait de l'esclavage quand même. D'ailleurs, vous montrez aux Antilles. Alors, tout ça, pour le premier empire colonial, mais on va parler après du deuxième empire de la Troisième République, ça c'est totalement différent. Bien sûr. Mais c'est vrai que ces hommes hors du commun avaient deux volontés avant tout, transmettre justement l'amour de la France, puisque tout esclave qui touchait le sol de la France devenait libre. Et ça, c'est un décret qui remonte au Moyen-Âge de Louis X le Hutin, et tout esclave qui arrivait en France était libéré aussitôt. Donc, vous voyez, c'est quand même des conceptions totalement différentes. Alors, il y a un chapitre de votre numéro spécial de l'Express qui m'a passionné, c'est celui qui concerne les comptoirs français des Indes. Voilà. On apprenait ça autrefois, Pondichéry, Chandernagore, Karikal, Mahayanaon, n'est-ce pas? Eh bien, on se rend compte qu'ils ont eu une importance décisive au XVIIIe siècle, et ça aussi, c'est largement oublié, on y vient dans un instant. Europe 1,
au cœur de l'histoire. Et on parle cet après-midi de l'Empire colonial français avec vous, Franck Ferrand, et vos invités. Dimitri Casali, historien, spécialiste du Premier Empire, directeur de la collection Grand Format sur l'histoire de l'Express, et Daniel Lefebvre, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, grand spécialiste en France de l'Algérie coloniale. Alors bonjour Daniel Lefebvre, merci de nous rejoindre. Dans un instant, on va évoquer la conquête algérienne, bien sûr, un des grands moments de cette histoire coloniale française. J'aimerais qu'on revienne un instant, Dimitri, sur ces comptoirs français des Indes. On peut dire que là, les Anglais nous ont définitivement damé le pion, et pourtant, il y avait eu, là encore, de grands capitaines et des personnalités majeures qui ont essayé d'implanter la France aux Indes. Un personnage incroyable, François-Joseph Dupleix. Là, c'est vraiment mon préféré puisque c'est un grand monsieur qui, évidemment, comme je vous l'ai dit, n'a pas refusé de s'appuyer sur les populations locales puisqu'il a épousé la Begum Johanna, c'est-à-dire une princesse indienne absolument ravissante, ce qui mettait en avant lors des négociations avec les princes indiens. Et grâce à cette habile diplomatie, puisque c'était le gouverneur donc des territoires indiens, et il s'appuyait sur là aussi la Compagnie des Indes, bien sûr française, l'Empire français des Indes va atteindre entre 20 et 30 millions d'habitants à partir de 1742 jusqu'en 1763. Et justement, Calicut, Masulipatam, Balasore et Goretti, c'était tous ces grands comptoirs. Tous ces grands comptoirs, ces noms qui font rêver encore, Pondichéry, Chandernagore, Yanaon, Mahé, ont été créés justement par François-Joseph Dupleix, qui est un personnage tombé dans les oubliettes de l'histoire. Aujourd'hui, plus personne Dernier Français honoré du titre indien de Nabab, écrivez-vous, ce zélé serviteur de l'État sera abandonné par la France en même temps que l'Inde aux Anglais. On peut dire que Louis XV, dont nous allons bientôt, auquel nous allons bientôt tresser des couronnes là, dans une émission, je crois que c'est dans 15 jours. Mais alors sur l'affaire coloniale, Louis XV n'a pas été très brillant. Le traité de Paris dont on célèbre le 250e anniversaire, c'est l'abandon de tout le nord de l'Empire américain. Et puis alors, indien, c'est dramatique. C'est absolument un désastre diplomatique sans fin, et les Anglais justement, pour reprendre, ont repris les méthodes que Dupleix avait su développer en Inde, c'est-à-dire s'appuyer sur les populations locales. Robert Clive n'a pas hésité lui aussi à se marier avec une métisse, et puis aussi ils ont conquis l'intérieur du territoire, ce que préconisait Dupleix, contrairement à tous les ministres et les gouverneurs. En fait, il y a déjà cette méfiance envers l'administration parisienne, et c'est un trait qu'on va retrouver même chez les grands généraux et maréchaux du 19e siècle, avec Faidherbe, Gallieni et bien sûr le Grand Lyautey. Il y a cette dichotomie entre les bureaux parisiens du ministère et la réalité des faits sur le territoire, qui effectivement est très différente. Alors je continue de feuilleter ce numéro spécial, la Polynésie, un rêve français, 1768, ça c'est passionnant aussi, mais on va pas s'y attarder aujourd'hui. Les Français et l'Égypte, alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Égypte a longtemps été en bascule entre la France et l'Angleterre, et que d'ailleurs elle se donnait, si je puis dire, beaucoup mieux à la France qu'à l'Angleterre, et puis finalement les Anglais ont eu le dessus, là encore, pour des raisons alors très commerciales, là, disons-le, très les financières. Anglais, évidemment, très, très, très intéressés, puisque pour le fameux canal de Suez, creusé par un Français, Ferdinand de Lesseps, il faut rappeler que pendant pratiquement 20 ans, les Anglais ont miné, ont absolument saboté les travaux de Ferdinand de Lesseps, en faisant des morts et des blessés, effectivement, et ensuite ils ont su tirer les marrons du feu, puisque c'est eux qui ont maîtrisé le canal de Suez pendant plus d'un siècle. Et puis en 1830, évidemment, on est à la toute fin du règne de Charles X, puisque c'est d'ailleurs cette victoire d'Alger qui va donner à Charles X l'idée de passer les fameuses ordonnances qui lui coûteront son trône. C'est la conquête de l'Algérie, Daniel Lefebvre. Alors cette conquête de l'Algérie, évidemment, elle ne s'est pas faite en une année. Je dis 1830, mais c'est toute une longue expédition, une longue conquête. Oui, alors la conquête a duré, elle s'amorce en 1830. En fait, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire en 1830 en Algérie. Dans la régence d'Alger, le mot Algérie n'existe pas. On y va
pour plusieurs raisons. On y va d'abord parce que en 1827, le consul de France a été souffleté par le DEP pour une sombre affaire de dette non réglée. L'histoire de l'éventail, là, alors. C'est l'affaire du chasse-mouche. Du chasse-mouche, oui. L'éventail. Alors aujourd'hui, les historiens disent au fond c'est un prétexte. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que Charles X est un homme de l'Ancien Régime. C'est quelqu'un qui est pétri des valeurs aristocratiques et que c'est le petit frère de Louis XVI, faut dire. C'est le petit frère de Louis XVI et que c'est un homme pour qui les questions d'honneur comptent. Et donc je crois qu'il faut réhabiliter parmi les raisons effectives cette volonté de laver l'honneur du drapeau de Saint-Louis, comme il disait. La deuxième raison, c'est la lutte contre la piraterie. Ce qu'on appelait à l'époque la piraterie barbaresque. Alors là encore, on nous dit oui, mais enfin, depuis 1816, c'est en déclin. En réalité, oui et non. Je vais prendre deux exemples. Le 14 mai 1816, une jeune princesse, la fille de Ferdinand IV de Naples, embarque pour la France épouser le duc de Berry. Eh bien, on craint tellement les pirates des régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli qu'on fait accompagner ce bateau par une escadre de la marine de guerre. Et donc là, la peur de la piraterie est une réalité. Oui, ça, bien sûr, oui. Et la deuxième remarque, c'est que effectivement, la piraterie est en déclin si on la mesure à l'aune des prises, des bateaux pris. Mais en réalité, d'une part, jusque encore en 1817, il y a des attaques contre les côtes italiennes. Et surtout, la piraterie s'est développée par une forme de ce qu'on appellera aujourd'hui le racket. C'est-à-dire que les puissances maritimes qui veulent que leurs navires ne soient pas attaqués sont obligés de verser un tribut et un tribut extrêmement important à la régence d'Alger. Et donc, c'est l'ensemble des puissances européennes qui souhaitent la fin de la piraterie. La France accomplit le travail avec la prise d'Alger et elle reçoit le soutien de la Russie, de Metternich, de l'Autriche. Déjà, Charles Quint s'était battu contre les barbaresques, etc. C'est une très vieille histoire. Alors, on va voir ce que la France va faire, non seulement d'Alger, mais de ce nouveau pays qu'on va appeler l'Algérie, de cette colonie. Nous y venons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Sur Europe 1, la bande originale du film d'Alexandre Arcadi. Il y a, vous savez, à Versailles, dans ce qu'on appelle les salles d'Afrique, qui malheureusement servent essentiellement de réserve pour les expositions, il y a un très très grand tableau, qui est le plus grand tableau du monde, tout simplement, qui s'appelle La prise de la Smala d'Abdelkader, par Horace Vernet. Et ce tableau, vous nous en avez mis un extrait, parce qu'il est beaucoup trop grand, il faudrait un dépliant pour le... 21 mètres. Il fait 21 mètres. Vous nous le présentez là, on voit le duc d'Aumale en 1843, qui donc... Et alors, vous consacrez aussi, bien sûr, à Abdelkader, le guerrier mystique, un encadré, Dimitri Casali. Ah oui, le fameux père de la nation algérienne, en fait, ne mérite pas toujours cette appellation. Mais effectivement, en 1843, le duc d'Aumale réussit avec 600 hommes, justement, à s'emparer de la Smala d'Abdelkader, qui est une capitale ambulante. Oui, c'est une ville qui est nomade. Nomade, de 30 000 personnes. Et grâce aussi à ce personnage... absolument incroyable, qui s'appelle le général Youssouf, le colonel Youssouf à l'époque, qui est encore un grand immigré qui a fait la France. Mais c'est vrai que les Français vont avoir quelques surprises, puisque dans la population justement prisonnière, ils s'aperçoivent qu'il y a une grande majorité d'esclaves noirs. Eh oui. Donc effectivement, Monsieur Lefebvre peut dire qu'un oui, la régence d'Alger en 1830 est une société esclavagiste. Alors on pense souvent aux captifs européens les chrétiens esclaves, bien sûr, mais il y a aussi
une quantité importante de ce qu'on appelait à l'époque les nègres, c'est-à-dire des Noirs qui sont esclaves des grandes familles algériennes, comme on dirait aujourd'hui. Et d'ailleurs, Casali se rappelait tout à l'heure que la terre de France rend libre. Eh bien, il y a 2 esclaves qui s'enfuient de chez Abdelkader, qui trouvent refuge à Alger, et que en 1839, pour des raisons d'accommodement avec Abdelkader, eh bien, on va exiger la restitution. Abdelkader exige qu'on lui rende cette femme et son enfant. Le directeur des bureaux arabes, des affaires algériennes à l'époque, est obligé d'obéir, mais pour lui, la terre de France rend libre et il démissionne pour ne pas se déshonorer dans cette affaire. Alors certes, mais n'allons pas accréditer l'idée que la France se serait rendue maître du territoire algérien pour lutter contre l'esclavage. Ça n'est quand même pas le but de l'opération, loin de là. Non. Alors, avançons peut-être, si vous voulez. Oui, il y a cette idée civilisatrice. Il y a cette dimension, et au fond, si le Premier Empire a été fournisseur d'esclaves, le Second Empire, au contraire... le Premier Empire, attention, parce que ça n'est pas le Premier Empire de Napoléon, on parle du Premier Empire colonial, donc en Amérique. A contribué au développement de l'esclavage. Qui a développé l'esclavage, oui. Le Second Empire colonial a été un facteur de lutte contre l'esclavage. Est-ce que, ça c'est une question que je vous pose et je n'en connais pas la réponse, est-ce qu'on peut dire que ce Second Empire colonial, celui qui va naître donc sous le Second Empire de Napoléon III et qui va se développer sous la Troisième République, est-ce qu'on peut dire que cet empire-là, il trouve ses paradigmes, il trouve ses grands principes en Algérie, justement? Est-ce que c'est le développement de la colonie algérienne qui donne le modèle de ce que va devenir ensuite le développement colonial français? Non, pas vraiment, parce que Lyautey, justement, le fameux général Lyautey, va dire qu'il faut cesser d'algérianiser le Maroc, par exemple, lors de la conquête. Parce qu'en Algérie, la conquête a été un peu trop tôt, effectivement, 1830, et de nombreuses erreurs ont été commises, ça il faut le reconnaître. Mais la lutte contre l'esclavage, on la retrouve au sein de la Troisième, de la Troisième République, avec des hommes comme Pierre Savorgnan de Brazza, pour lui, effectivement, c'est son grand dessein. Pierre Savorgnan de Brazza, c'est un immigré italien, amoureux de la France, un homme magnifique, beau comme un dieu. Et une photo qui est extraordinaire là dans votre... qui n'a qu'une volonté, justement, servir la France. Il va conquérir toute l'Afrique équatoriale française avec 20 hommes, 20 tirailleurs sénégalais, pratiquement seuls, sans verser une goutte de sang et tirer un coup de feu. Et son but principal, c'est la lutte contre l'esclavage. Il a une belle cérémonie, d'ailleurs. Il rachète les esclaves aux chefs négriers, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, en 1884-85, effectivement, un Africain sur 4 est un esclave d'un autre Africain. Et Pierre Savorgnan de Brazza rachète les esclaves sur ses propres deniers et leur hisse un drapeau français à un poteau, leur met la main sur l'épaule et leur dit: touche ce poteau, maintenant tu es libre. Et ensuite, tous ces esclaves étaient libérés et l'ont surnommé le père des esclaves et l'ami des Noirs. Ce personnage, Pierre Savorgnan de Brazza, complètement oublié, aujourd'hui plus personne ne le connaît, mériterait vraiment d'être réhabilité. Vous l'appelez l'ami des Noirs. L'ami des Noirs. Et il a eu une œuvre colossale en Afrique équatoriale et malheureusement, il a fondé Brazzaville, dont la devise est toujours: si tu le touches, tous ceux qui le touchent sont libres, la devise de Brazzaville aujourd'hui. Et en 2006, les Congolais ont fait revenir ses cendres dans un magnifique mausolée de marbre pour honorer sa mémoire. Alors qu'en France, plus personne connaît Pierre Savorgnan de Brazza et surtout pas les manuels d'histoire de 4e, puisque dans les manuels d'histoire, on ne parle que de l'aspect négatif. On fait apparaître les Français comme d'horribles esclavagistes et d'infâmes colonialistes. Et quand on connaît l'histoire de Pierre Savorgnan de Brazza, de Gallieni et de Lyautey, on comprend que c'est une histoire totalement différente. Et vous revoilà avec votre combat contre un certain nombre de manuels scolaires, Dimitri Casali. Voilà. Alors, Savorgnan de Brazza, si vous voulez, on lui consacrera une émission à part entière. D'ailleurs, ça fait des années que je dis ça et pour l'instant, c'est resté une promesse de Gascon, mais on va le faire. On avait parlé de Cavalier de la Salle, là, il y a quelques temps, et bien on fera une émission sur Savorgnan de Brazza. C'est vrai qu'il le mérite et c'est un personnage tout à fait passionnant. Alors, on vient de citer un autre nom, c'est celui de Lyautey, évidemment, le maréchal Lyautey. Daniel Lefebvre. Oui, alors justement, Lyautey, c'est l'anti-système algérien. Voilà. Lyautey, c'est un personnage absolument fabuleux. Il a 2 ans, enfin 18 mois.
il y a il tombe du balcon de chez son grand-père et on croit qu'il va mourir. Il s'en sort, mais quelque temps après, on s'aperçoit que la colonne vertébrale est touchée. Voilà. Eh bien, pendant des années, Lyautey, enfant, 10 ans, va vivre soit avec une sorte de corset, complètement alité, en fer, soit ensuite dans un corset en fer après avoir été opéré par un grand professeur qui s'appelait Velpeau. Et malgré tout, il choisit la carrière militaire, et non seulement la carrière militaire, mais après Saint-Cyr, il choisit la cavalerie, ce qui est évidemment l'arme la plus exigeante pour la colonne vertébrale. Et il va avoir une carrière coloniale absolument fabuleuse qui commence au fond au Tonkin avec une grande rencontre qui va forger sa philosophie coloniale. C'est la rencontre avec Lanessan et ensuite avec Gallieni. Voilà. Alors voilà ce que lui dit Lanessan quand il arrive à Saigon en 1894. Il dit: dans tout pays il y a des cadres. La grande erreur des Européens quand ils débarquent, c'est de détruire ces cadres. Il faut gouverner avec les mandarins. Voilà. L'Européen ne doit pas se substituer aux cadres locaux, mais les contrôler. Et ça va être le principe de l'administration indirecte, s'appuyant sur les élites locales, que avec Gallieni, il va mettre en œuvre à Madagascar et surtout évidemment au Maroc. Alors évidemment le maréchal Lyautey sera le grand homme de l'exposition coloniale de 1931. On y vient dans un instant dans le cadre du récit. Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Et votre récit cet après-midi, Franck, est sur l'exposition coloniale de 1931. Et les autorités ont vu grand pour cette exposition coloniale. Il a fallu prolonger la ligne 8 du métro, modifier complètement les abords du bois de Vincennes, puisqu'on a décidé d'installer ça dans l'Est parisien, construire le fabuleux musée de la Porte Dorée, qui en reste aujourd'hui le principal vestige, réaliser un site immense rempli de pavillons pour toutes les colonies françaises et pour celles des pays invités, parce qu'il y en avait quand même, je vais vous en dire un mot, et puis reconstituer grandeur nature le fameux temple cambodgien d'Angkor, qui s'étend sur 5000 mètres carrés et culmine à plus de 50 mètres. Il a fallu aussi copier, si on peut dire, la splendide mosquée malienne de Djenné, aménager un parc zoologique énorme pour présenter les animaux les plus rares, le métro, le musée, le zoo qui doit rouvrir l'année prochaine. Tout ça est resté, bien sûr. Pour le reste, nous avons gardé quelques images de cette gigantesque kermesse dans un petit coin de notre mémoire collective, mais par un effet psychologique assez étonnant, je dirais que pour l'essentiel, tout ça est passé à la trappe. C'est parti dans le magasin des splendeurs oubliées de l'histoire. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de dépoussiérer un petit peu tous ces accessoires de fête abandonnés, ces palmiers en tôle et ces têtes d'éléphants monumentales en carton-pâte, pour tenter de leur redonner vie un instant. Moi, il suffit que je pense à cette immense expo de 1931 pour avoir l'impression d'entendre le brouhaha de la foule, le sifflement des micros, le bruit de l'eau qui tombe partout des cascades artificielles. Vous voulez que je vous dise, l'expo coloniale, c'est un peu l'ancêtre de nos parcs d'attractions, mais évidemment en plus magique, en plus fort, en plus exotique et en plus politique aussi. Le projet lui-même n'était pas neuf. À l'époque, en 1931, des expositions coloniales, ça faisait un demi-siècle qu'on en organisait régulièrement. Il y avait d'ailleurs un comité national des expos coloniales qui avait été fondé en 1906. 2 belles expos ont eu lieu à Paris en 1907 et à Londres en 1908. Un grand projet avait vu le jour à la veille de la Première Guerre mondiale en 1913. C'est lui qui devait aboutir en 22 à l'exposition coloniale nationale de Marseille. Mais déjà, il était prévu d'en organiser une à Paris en 1925 qui serait internationale, cette fois en quelque sorte une sorte d'exposition universelle dédiée aux colonies. Et ça aurait pu réussir sans la réticence des Britanniques, une fois de plus. Le premier empire colonial du monde détestait l'idée de théoriser sur le phénomène, ça on l'a bien compris, et puis surtout il détestait que le grand concurrent français en profite pour lui faire de l'ombre. En 1924, les Anglais organisent leur propre British Empire Exhibition à Wembley, et finalement les organisateurs de 31 vont être obligés de se recentrer sur la France, ce qui n'empêchera pas un certain nombre d'autres pays de participer, à commencer par les Pays-Bas, qui sont à l'époque le 3e empire colonial du monde pour la superficie. Pour autant, les organisateurs décident de mettre l'accent sur l'Empire français, qui lors de la Première Guerre mondiale, vous l'avez compris, a bien mérité de la patrie. Alors je parle des organisateurs, mais le principal d'entre eux,
celui qui va donner le là, celui dont les désirs sont des ordres, c'est effectivement ce maréchal Lyautey qui à l'époque a 73 ans. Il s'est retiré chez lui en Lorraine à Torray. Seulement là-bas, il faut bien dire qu'il tourne en rond. Or, il est, on vient de vous le dire, Daniel Lefebvre nous l'a dit, il est l'archétype du grand colonial, ce Lyautey, lui qui a fait la majeure partie de sa carrière outre-mer. Il est l'homme de la situation. Ce qu'il faut bien dire, c'est que son arrivée à la tête du projet d'exposition va tout bonifier. D'abord sur un plan pratique, puisqu'on décide de repousser l'échéance de 27 à de 3 ou 4 ans, ce sera finalement en 1931, et puis surtout sur un plan théorique. Avec Lyautey, c'est toute la tradition, les missionnaires, les soldats qui vont revenir, c'est toute l'idée des empires du temps de la monarchie, avec une longue section rétrospective qui reprend les choses depuis les croisades. Et puis aussi et surtout, Lyautey veut que ce salon, cette exposition soit actif. Il veut faire de l'exposition un instrument pratique, efficace du développement colonial. Il s'agit pour lui de prendre le taureau par les cornes. Son ambition dans cette affaire, c'est de créer un véritable électrochoc national, ce qui suppose la mise en œuvre de moyens sans précédent. En choisissant l'est de la capitale, cet organisateur né qu'est Lyautey, il faut dire qu'à l'époque, ce sont des quartiers ouvriers assez méprisés. Il a fait exprès, c'est une sorte de... Il veut faire d'une pierre deux coups, il veut relancer en quelque sorte ces quartiers et il va peut-être provoquer un certain nombre d'opposants là où il se trouve. Ce que voulait Lyautey, ce pourquoi les responsables de l'exposition se sont dépassés pendant des mois, c'était la mise sur pied d'un événement sidérant, d'un monument vivant, d'une sorte de très grand spectacle susceptible, comme tout grand spectacle, de créer la catharsis, c'est-à-dire de purifier en quelque sorte l'idée coloniale, et de ce point de vue, il réussira assez bien. Alors il faut imaginer le temps mitigé, le 6 mai 1931 pour l'inauguration, la voiture décapotable du président de la République va déposer devant l'entrée monumentale, digne d'un décor de Hollywood, Monsieur Gaston Doumergue et le maréchal Lyautey. C'est l'inauguration, vous imaginez la foule empesée de ces années folles où on porte encore le frac et les hautes formes pour les grandes circonstances. Le président de la République passe en revue un détachement de troupes coloniales, et il remonte en voiture, il est entouré de spahis, tout ça est magnifique, et puis il va faire tout le tour de l'expo bien entendu, et pour tous les membres de la délégation, aucun doute n'est permis, cette exposition est plus qu'une réussite, ça va être un tour de force qui devrait arracher des ébahissements aux plus renfrognés. Le président salue toutes les personnalités en habit des différents corps de l'Empire, tout ça est très folklorique, très spectaculaire et pittoresque évidemment, et voilà ce que lance le ministre des colonies Paul Reynaud. À 7 minutes, dit-il, ce serait pas mal d'ailleurs, il faut l'imaginer avec un micro qui crachote et la voix un peu chevrotante. Grâce au poste de Pontoise inauguré hier, la voix que vous entendez est écoutée à Nouméa, à Hanoï, à Dakar, à Fort-de-France. Notre emprise sur le monde se resserre chaque jour. Notre idéal est tellement vivant que ce sont les idées d'Europe qui donnent aujourd'hui la fièvre en Asie. La grande idée des organisateurs, c'est donc de frapper un grand coup pour modifier en substance l'image que le français moyen se fait de ses colonies. Alors on multiplie les cartes, les schémas, les statistiques. Évidemment, autant vous dire que c'est pas ce qui passionne les visiteurs. Ce que veulent voir les gens, c'est évidemment les grandes reconstitutions. Ils veulent se replonger dans une sorte de folklore. Avec une grande part donnée à l'Indochine, il faut dire qu'on est très peu de temps après les soulèvements en Annam, et donc il faut redonner un peu de cœur au ventre. Le Tonkin, l'Annam, la Cochinchine représentent plus d'un dixième de la superficie totale de l'expo. Enfin, une dimension qui n'est pas oubliée, l'art, bien sûr, art musulman, art nègre qui sont abondamment représentés, ce qui n'est pas sans influence évidemment sur les contemporains de l'époque. Vous savez que cette exposition coloniale de 31 est à l'origine d'une véritable révolution dans l'art contemporain. Je passe sur pas mal de choses. Je ne vais pas revenir sur les fameux Kanaks là, dont on nous parle et dont on nous rebat les oreilles depuis 10 ans. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que quand cette exposition ferme ses portes, le 15 novembre 1931, on peut dire qu'elle est un grand succès public, presque 34 millions de visiteurs, c'est absolument colossal, et en même temps, elle laisse une image assez contrastée et pas forcément positive. C'est assez étonnant de voir que finalement cette exposition coloniale n'a pas rempli la mission que lui fixait le maréchal Lyautey. Et puis elle a suscité des critiques évidemment, des critiques de la part des communistes qui distribuent à longueur de semaine un tract qui s'appelle Contre l'exposition colonialiste de Vincennes, pour l'indépendance des colonies déjà. La CGTU et tout un ensemble de gauchistes vont créer une contre-exposition qui s'appelle
s'appelle La vérité sur les colonies, qui est extrêmement violente. Et puis, il y a ce texte des surréalistes, un texte signé Breton, Éluard, Char, Aragon, qui s'appelle « Ne visitez pas l'exposition coloniale, aux discours et aux exécutions capitales, répondez en exigeant l'évacuation immédiate et la mise en accusation des généraux et fonctionnaires responsables des massacres en Annam, au Liban, au Maroc et en Afrique centrale », écrivent les surréalistes. Vous voyez que finalement, cette exposition, qui a été un grand succès public, disons-le, n'a pas été le succès politique qu'on en attendait. Peut-être qu'elle intervenait trop tard, c'est ce que je vais demander en tout cas à nos invités. Elle était sans doute trop mêlée à des questions gênantes pour ne pas gêner elle-même. En vérité, l'exposition de 1931 aura été le dernier baroud de l'Empire, l'ultime grand événement procolonial. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire, on s'intéresse aujourd'hui à l'Empire colonial français avec vous, Franck Ferrand, et vos invités. Dimitri Casali, historien, spécialiste du Premier Empire, directeur de la collection Grand Format sur l'histoire de l'Express, et Daniel Lefebvre, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, grand spécialiste en France de l'Algérie coloniale. Alors, c'est une émission qui fait réagir nos auditeurs. Je ne vais pas tout citer, mais Bertrand me fait remarquer, ça c'est une erreur. Il dit que je viens de dire que la toile d'Horace Vernet, la prise de la Smala d'Abdelkader par le duc d'Aumale, était le plus grand tableau du monde. Il semblerait, dit-il, que le tableau Le Paradis du Tintoret dans la salle du Grand Conseil du Palais des Doges à Venise soit un peu plus grand de quelques centimètres, dont acte. Et puis, alors sur notre sujet, Catherine me dit, moi qui suis née en Algérie, je suis toujours étonné de constater que les Anglais soient si fiers de leur passé colonial, alors que les Français, comme vous le disiez, en tirent d'abord de la culpabilité. On se sent coupable de cette affaire, Dimitri Casali. Excellente question. Voilà, tout le problème est là. La France, aujourd'hui, est malade de son histoire. Et malheureusement, là, vous enfourchez votre grand cheval de bataille. Cette histoire coloniale en particulier, quand on la replace dans le contexte de l'époque, bien sûr, est loin. On n'a pas à rougir de cette histoire. Au contraire, plus on la découvre, plus on la prend, plus on la comprend. Et de comprendre cette histoire aujourd'hui permettrait justement d'être une chance pour le futur et l'avenir de la France. Parce que la France possède la plus grande communauté musulmane d'Europe, la plus grande communauté juive, une des plus grandes communautés asiatiques, et c'est la résultante de ce passé colonial français. Mais la communauté juive n'a pas grand-chose à voir avec le passé colonial. Pas directement. En Afrique du Nord. Oui, avec les rapatriés d'Afrique du Nord. Oui. Voilà, et donc elle permettrait, si elle était enseignée d'une manière équilibrée, sereine et loin d'être rejetée, on permettrait aux Français justement d'être fiers de ce passé pour pouvoir mieux affronter l'avenir, bien sûr. Alors, ce passé colonial, il faut quand même admettre, je pense que l'un des moyens de ne précisément pas développer la culpabilité, c'est d'admettre tout ce qui n'allait pas. On parlait par exemple des soulèvements en Annam et de leur répression. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en Indochine, en Annam, mais aussi au Tonkin, un grand nombre de fois, la répression a été sanglante. Dès qu'il y avait une manifestation, elle était noyée dans le sang. Il faut quand même dire ce qu'il y a. Bien sûr, il faut surtout pas. Je prône cette histoire équilibrée, c'est-à-dire qu'il faut que l'histoire soit à la fois donc la face sombre et la face lumineuse de l'histoire de France. Il y a eu des normes et des massacres en Algérie. Il faut pas les rejeter. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent ces erreurs ont été réalisées contre certains grands penseurs ou théoriciens. On parlait du maréchal Lyautey, qui est à la base de la théorie de la pacification des populations civiles dès 1900. Si ces méthodes avaient été appliquées, on aurait évité cette guerre d'Algérie sanglante. Et aujourd'hui, on voit bien que les Américains, depuis 2006, ont redécouvert l'œuvre sociale de l'armée. Les Américains, les États-Unis, donc vous dites. Les États-Unis ont toutes les théories du maréchal Lyautey, que le maréchal Lyautey avait écrit dès 1900, et pour l'appliquer justement avec succès, un peu tard bien sûr, mais avec succès quand même, en Iran et en Afghanistan. Oui. Alors, c'est une sorte de revanche tardive de Lyautey, finalement. Voilà, il faut bien comprendre que les Français, nous avons toujours été aux avant-gardes, justement. En Irak, c'est ça. De ces théories de pacification civile, de compréhension des notables locaux, de toutes ces Lyautey, Gallieni, Faidherbe, apprenez les langues des autochtones, des indigènes, se mêler, n'hésitez pas à se marier avec eux. Donc on voit bien qu'il y a quand même une philosophie totalement différente des anglo-saxons.
Alors, d'un point de vue très pratique, la France, puisqu'on parle de l'empire colonial français aujourd'hui, la France Daniel Lefebvre a apporté dans les différentes colonies un certain nombre de progrès qui sont incontestables, de progrès matériels, notamment en matière de santé, par exemple. Oui, je crois. On a beaucoup de mal à parler d'aspects positifs de la colonisation. Oui, mais ça a fait un gros scandale il y a quelques années. Là. Je ne vois pas pourquoi on se priverait dans le bilan colonial ou dans l'état des lieux, si on ne veut pas parler de bilan, à la fois effectivement de souligner les aspects tragiques de la colonisation en prenant garde de ne pas les amplifier non plus, et d'autre part en soulignant ce que la colonisation a apporté, c'est-à-dire de la modernité. Alors, de la modernité au niveau santé, on se fait ici des French doctors. On se gargarise de voir nos médecins. Mais les French doctors sont les héritiers des médecins coloniaux, des près de 3000 médecins, de Calmette, de Laveran, docteur Roux, prix Nobel de médecine en 1907, de ceux qui ont combattu les grandes maladies tropicales et qui ont fait reculer la mortalité de ces populations. Si l'Algérie est passée de 3 millions d'habitants en 1830 à 10 millions en 1954, sans parler des Européens, c'est bien parce qu'il y a eu des progrès, et c'est vrai pour toute l'Afrique, et c'est vrai aussi pour l'Indonésie. Progrès matériel aussi, je veux dire... En Afrique, les routes, par exemple. En Afrique, en Algérie, il n'y a pas de route quand les Français arrivent. 54 000 kilomètres de routes ont été construites en Algérie. J'ai envie de dire, nous avons goudronné l'Algérie. Nous avons... 23 c'est ce que certains nous reprochent, du reste. Voilà. Enfin, bon. On reproche à la fois d'avoir fait trop et pas assez, si je puis dire. Si Casablanca existe comme un grand port aujourd'hui, c'est également à Lyoté. Et l'histoire de l'alphabétisation aussi, bien sûr. L'alphabétisation de la même chose. Alors, on peut regarder le verre pas assez plein ou trop plein. Trop plein, on nous accuse... certains dignitaires algériens de génocide culturel, comme si on avait fait disparaître l'arabe ou l'islam d'Algérie, parce qu'on aurait éduqué, notamment en français. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a effectivement, avec des moyens insuffisants, mais qui étaient ceux de la France de l'époque, fait une œuvre aussi importante que possible de scolarisation, soit par l'école laïque, soit par l'intermédiaire des congrégations religieuses. Et la francophonie justement, est la résultante de cette œuvre, et des personnages comme Léopold Sédar Senghor ou Blaise Diané sont le pur produit de ces écoles françaises. Et Léopold Sédar Senghor disait: la francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre. Alors, quand même, lorsque la France exporte tout cela, elle le fait avec une sorte d'indifférence aux styles locaux. Vous montrez, Dimitri Casali, à la page 56 là, de votre numéro de l'Express, vous montrez les opéras de Saïgon et d'Hanoï. Voilà. On se croirait exactement dans une grande ville française, de métropole, je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de toit en pagode ou quoi que ce soit. On exporte intégralement le style français. Voilà, l'art et la culture française. Alors, on peut comprendre que ça ait pu choquer toutes les élites indépendantistes, etc., et que ce soit à l'origine d'une part des reproches qui sont formulés. C'était reçu quand même comme une modernité, vous savez, puisqu'on a quand même formé toutes ces élites locales, ces notables dont on parlait de Léopold Sédar Senghor, mais Blaise Diané, le premier député noir du Sénégal à être rentré à l'Assemblée dès 1914, disait justement qu'il était fier d'être africain puisque la France lui avait apporté la liberté. Et on voit bien que cette culture Molière, la langue de Molière justement qui plaît tant encore aux Africains aujourd'hui, est la résultante de ces écoles françaises. J'ajouterais qu'effectivement on construit à la française, mais on restaure encore. On restaure, voilà, je veux dire qu'il y a encore donc au Cambodge. Absolument, on le voit bien également au Maroc. Il y a la ville européenne. Et il y a la ville arabo-musulmane traditionnelle qui a été préservée, restaurée. Également, dans tous les territoires, on a relancé parfois des artisanats qui étaient en déclin et on a sauvé une bonne partie du patrimoine traditionnel, notamment les contes, etc., africains ou algériens, en les instituteurs, les commandants de cercle, les administrateurs, etc. Sous les directives de Lyoté. C'est Lyoté qui a exigé ça. On écrit ces traditions orales. Donc toute une partie de l'histoire de l'Afrique, antérieure à la colonisation, a été sauvée par la colonisation.
Du professeur Daniel Lefebvre, pour en finir avec la repentance coloniale. On a bien compris votre point de vue. C'est édité chez Champs Actuel, chez Flammarion. Et puis le numéro spécial de l'Express, l'histoire en images grand format, c'est le numéro 4, Quand la France rayonnait dans le monde, sous la direction de Dimitri Casali, avec toutes ces très belles illustrations, notamment des illustrations. Il y en a aussi, Dimitri Casali, dans votre ouvrage L'histoire de France vue par les peintres, avec Christophe Beyeler. C'est chez Flammarion également. Et alors ça, c'est passionnant parce que ce sont évidemment tous les grands moments de l'histoire revus, soit à l'époque par des peintres, soit très souvent au 19e et même au début du 20e siècle par ce qu'on appelait les peintres d'histoire. C'était tout un genre à l'époque. C'est passionnant et ça fait aimer l'histoire. Après tout, c'est toujours le but. Merci beaucoup à vous deux. Merci de nous avoir donné sur les colonies françaises un autre regard. Merci.